Chapitre 9. Le vocabulaire de l'ultime succès. Le mot « juste » est un agent très puissant. Lorsqu'on trouve l'un de ces mots qui conviennent parfaitement, l'effet produit est tant physique que spirituel et incroyablement rapide. Mark Twain. Les mots. On les a utilisés pour faire rire ou pleurer. Ils peuvent blesser ou guérir, apporter l'espoir ou la désolation. Les mots nous permettent d'exprimer nos plus nobles intentions et nos désirs les plus profonds. Dans l'histoire de l'humanité, nos plus grands penseurs et hommes d'État se sont servis du pouvoir des mots pour transformer nos émotions, nous gagner à leur cause et façonner le cours du destin. S'ils sont source d'émotions, les mots portent aussi à l'action. Et la réussite de notre vie dépend de nos actions. Lorsque Patrick Henry, l'un des artisans de la guerre de l'indépendance des États-Unis, a proclamé devant ses collègues délégués « Je ne sais pas quels sont les ordres que les autres peuvent prendre, mais, quant à moi, c'est la liberté ou la mort. » Ces paroles ont déclenché une ferveur qui a poussé les premiers Américains à s'engager dans la lutte contre la tyrannie qui les opprimait depuis si longtemps. Le riche héritage que les Américains ont reçu est la liberté dont ils jouissent aux États-Unis. Ils les doivent aux hommes qui ont choisi les mots qui devaient façonner les actions des générations à venir. Dans le cours des grands événements humains, lorsqu'un peuple doit dissoudre les liens politiques qui l'attachent à un autre, cette simple déclaration d'indépendance, cette suite de mots, est devenue le creuset du changement pour une nation tout entière. Bien entendu, l'effet des mots ne se fait pas sentir uniquement aux États-Unis. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la survie même de la Grande-Bretagne était en jeu, les mots d'un homme ont aidé à mobiliser la volonté du peuple anglais. On a déjà dit de Winston Churchill qu'il avait eu le talent exceptionnel de lancer le peuple anglais dans la bataille. Son célèbre appel à tous les Anglais d'en faire leur heure la plus glorieuse a fait naître chez eux un courage incomparable qui a réussi à briser les illusions de Hitler sur l'invincibilité de sa machine de guerre. La plupart des croyances tiennent dans les mots et peuvent être modifiées par des mots. Aux États-Unis, la notion d'égalité raciale a certes été forgée par des actes courageux, mais ces actes étaient inspirés par des mots passionnés. Qui pourrait oublier le vibrant appel de Martin Luther King lorsqu'il a exprimé sa vision « I have a dream ». Je fais le rêve qu'un jour cette nation se soulèvera et vivra l'essence même de ses croyances. Bon nombre d'entre nous sont conscients du rôle capital qu'ont joué les mots dans notre histoire et du pouvoir qu'ont les grands orateurs de nous émouvoir. Mais rares sont ceux qui ont conscience de la faculté que leur donne l'utilisation de ces mêmes mots pour s'émouvoir et se dépasser, pour enhardir et fortifier leur esprit, pour se motiver à agir et enrichir le merveilleux don de la vie. En choisissant judicieusement nos mots pour décrire l'expérience de notre vie, nous pouvons intensifier toutes nos émotions, même les plus dynamisantes. En les choisissant mal, cependant, ils peuvent nous anéantir sûrement et rapidement. La plupart du temps, nous choisissons inconsciemment les mots que nous utilisons. Nous sommes comme des somnambules marchant aveuglément dans un labyrinthe de possibilités. Prenez conscience du pouvoir que vous procurent les mots. Prenez conscience du pouvoir que vous procurent les mots lorsque vous les choisissez judicieusement. Quel don que ces simples symboles! Nous transformons les formes que nous nommons les lettres ou les sons, dans le cas de la parole, en une riche mosaïque d'expériences. Les mots sont le véhicule qui nous permet d'exprimer notre réalité et de la partager avec ceux qui nous entourent. Cependant, la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte que les mots que nous utilisons couramment influent aussi sur la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes et, par conséquent, sur la façon dont nous communiquons notre expérience. Les mots peuvent blesser notre amour-propre ou enflammer nos cœurs. Nous pouvons passer d'un état émotionnel à l'autre simplement en choisissant d'autres mots pour nous décrire ce que nous ressentons. Cependant, si nous ne savons pas les maîtriser et laissons leur choix à une habitude inconsciente, nous risquons d'appauvrir grandement notre expérience de la vie. Si vous employez une expression banale comme « assez bien » pour décrire une expérience merveilleuse, la pauvreté de votre vocabulaire lui fera perdre sa riche texture et son relief exceptionnel. Les personnes dont le vocabulaire est limité appauvrissent leur vie émotionnelle. Les personnes dont le vocabulaire est riche disposent d'une grande diversité de termes pour décrire leur expérience, non seulement aux autres, mais aussi à elles-mêmes. Pour la plupart des gens, ce n'est pas l'étendue du vocabulaire qu'ils comprennent consciemment qui les influence le plus, mais plutôt les mots qu'ils choisissent d'employer. Les mots sont souvent pour nous des raccourcis. Malheureusement, ces raccourcis nous lèsent émotionnellement.
Pour prendre en charge notre vie, nous devons évaluer consciemment notre vocabulaire usuel, l'améliorer et faire en sorte qu'il nous guide dans la bonne direction et non dans une voie que nous souhaitons éviter. Nous devons nous rendre compte que la langue contient une foule de mots qui, en plus de leur sens littéral, expriment une intensité émotionnelle particulière. Ainsi, par exemple, si vous prenez l'habitude de dire que vous détestez quelque chose, vous détestez vos cheveux, vous détestez votre travail, vous détestez faire quelque chose, ne croyez-vous pas que cette habitude pourrait accroître l'intensité de vos états émotionnels négatifs beaucoup plus que si vous utilisiez une phrase comme « je préfère autre chose ». L'emploi de mots chargés d'émotions peut transformer comme par magie votre état d'esprit ou celui d'une autre personne. Pensez au mot « chevalerie ». Ce mot évoque-t-il des images différentes dont l'impact est plus fort que celui de mots comme « politesse » ou « courtoisie » ? Pour moi, oui. Le nom chevalerie me fait penser à un preux chevalier sur son cheval blanc, se portant à la défense d'une damoiselle aux cheveux de jais. Il évoque la noblesse de l'âme, une grande table ronde autour de laquelle prennent place des hommes d'honneur, toute l'éthique chevaleresque. En quelques mots, il évoque la grandeur de la cour du roi Arthur. Comparez les mots impeccable ou intégrité avec bienfait et honnêteté. Les mots recherche de l'excellence expriment certainement plus d'intensité qu'essayer d'améliorer les choses. J'ai observé pendant des années la différence que peut faire la substitution d'un seul mot lorsqu'on communique avec quelqu'un. Et j'ai remarqué comment ce seul mot change instantanément ce que les gens ressentent et souvent la façon dont ils se comportent par la suite. Après avoir travaillé avec des centaines de milliers de personnes, je puis vous assurer que je suis convaincu d'une chose qui, à première vue, peut sembler difficile à croire. En changeant simplement votre vocabulaire usuel, les mots que vous utilisez systématiquement pour décrire vos émotions, vous pouvez modifier instantanément votre façon de penser, vos sentiments et votre façon de vivre. J'ai eu cette intuition il y a plusieurs années, lors d'une réunion d'affaires. J'étais avec deux hommes. Le premier était l'ancien PDG de l'une de mes sociétés et l'autre, un associé à tous deux et un bon ami. Au milieu de la réunion, nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Un homme avec lequel nous avions engagé des négociations essayait de nous arnaquer. Il avait trahi notre entente et semblait marquer des points. Il va sans dire que tout cela m'a mis en colère et m'a bouleversé, mais je n'ai pu m'empêcher de remarquer à quel point la réaction de mes deux collègues différait de la mienne. Le PDG était hors de lui et fulminait, tandis que mon associé semblait à peine touché par cet événement. Comment 3 personnes pouvaient-elles réagir aussi différemment à une nouvelle qui aurait dû les affecter de la même manière, puisque tous avaient les mêmes intérêts dans ces négociations? J'estime honnêtement que la réaction de mon PDG me semblait disproportionnée. Il ne cessait de répéter combien il était furieux et enragé, et je voyais son visage rougir et les veines de son front et de son cou devenir de plus en plus saillantes. Il associait sans doute l'expression de la rage, soit au soulagement de la douleur, soit au plaisir. Quand je lui ai demandé ce que signifiait être enragé pour lui et pourquoi il se permettait de tels débordements, il m'a répondu les dents serrées. Quand on est enragé, on est plus fort et en étant plus fort, on peut changer les choses, renverser la situation. Il considérait la rage comme une source de force qui l'aidait à surmonter sa douleur et à retrouver le plaisir de sentir qu'il maîtrisait la situation. Je me suis alors penché sur l'autre question qui me préoccupait. Pourquoi mon autre ami réagissait-il aussi calmement à la situation? Je lui ai dit « Tu ne sembles pas très affecté par ce qui se passe. Tu n'es pas en colère ?» Et mon PDG d'ajouter « Cela ne te rend pas furieux ?» Mon ami a répondu simplement « Non, ce n'est pas la peine de se fâcher pour ça. » En l'entendant, je me suis rendu compte que, depuis les nombreuses années que je le connaissais, je ne l'avais jamais vu se mettre en colère. Quand je lui ai demandé ce que se fâcher signifiait pour lui, il m'a répondu « Quand on se met en colère, on perd le contrôle. » C'est intéressant. Et que se passe-t-il lorsqu'on perd le contrôle? C'est l'autre qui gagne. On ne pouvait trouver contraste plus grand. Une personne associait la colère au plaisir d'être maître de la situation, tandis que l'autre liait cette même émotion à la douleur de perdre le contrôle. Leur comportement était le reflet de leurs croyances. Je me suis mis à examiner mes propres sensations. Qu'est-ce que je pensais de cette situation? Depuis de nombreuses années, j'ai la conviction de pouvoir faire face à n'importe quelle situation lorsque je suis en colère. Mais je sais aussi que je n'ai pas besoin d'être en colère pour y arriver. Je peux être tout aussi efficace quand je nage dans le bonheur. C'est pourquoi je n'évite pas la colère. Je m'en sers lorsqu'elle se présente. Je ne la recherche pas, car ma force n'en dépend pas.
C'était la différence dans les mots que chacun avait utilisés qui m'intéressait pour décrire cette expérience. J'avais employé « en colère » et « bouleversé ». Mon PDG avait utilisé les mots « furieux » et « enragé ». Et mon ami avait répondu qu'il était un peu ennuyé. Un peu ennuyé? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis tourné vers lui et lui ai demandé « C'est vraiment tout ce que tu ressens? Tu es un peu ennuyé? Tu dois pourtant te mettre en colère de temps en temps. » « Pas vraiment, a-t-il répondu. Il faut quelque chose d'exceptionnel pour que cela se produise, et cela n'arrive presque jamais. Te souviens-tu, lorsque le fisc t'a réclamé par erreur $250 000 que tu as mis 2 ans et demi à récupérer, cela ne t'a pas mis en colère? Et mon PDG de renchérir. Tu n'étais pas hors de toi? Non, a répondu l'autre. Ça m'a peut-être rendu un peu irritable. Irritable? C'est le mot le plus stupide que j'ai jamais entendu. Il ne me serait jamais venu à l'idée de l'utiliser pour exprimer une émotion d'une telle intensité. Comment un riche homme d'affaires pouvait-il utiliser un mot comme irritable et garder son sérieux? En effet, il ne gardait pas son sérieux. Il semblait presque s'amuser de choses qui m'auraient rendu fou. Je me suis demandé, si j'employais ce mot pour décrire mes émotions, comment me sentirais-je? Arriverais-je à sourire au lieu d'être tendu? Peut-être devrais-je y regarder de plus près. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai continué à être intrigué par l'idée d'utiliser le vocabulaire de mon ami pour l'effet qu'il produirait sur mes émotions. Que se passerait-il si je pouvais, dans un instant de colère, me tourner vers quelqu'un et lui dire « Cela m'irrite vraiment ». J'en riais au seul fait d'y penser. C'était tellement ridicule. Pour m'amuser, j'ai décidé d'essayer. L'occasion s'est présentée lorsque je suis arrivé à l'hôtel après un long voyage en avion. Comme l'un de mes employés avait oublié de m'enregistrer, j'ai dû attendre entre 15 et 20 minutes à la réception alors que j'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Le réceptionniste s'est traîné jusqu'au comptoir et s'est mis à chercher mon nom dans l'ordinateur avec une lenteur qui aurait impatienté le plus patient des escargots. Sentant un peu la colère bouillir en moi, je me suis tourné vers la réceptionniste et lui ai dit « Je sais que vous n'y êtes pour rien, mais en ce moment je suis épuisé et j'ai vraiment envie d'arriver à ma chambre au plus tôt car je sens que si j'attends encore longtemps, je risque de devenir un peu irritable. » Le réceptionniste a levé les yeux vers moi, l'air un peu perplexe et m'a souri. Je lui ai rendu son sourire, ma colère était tombée. Le volcan émotionnel qui bouillonnait en moi s'est apaisé. Puis, 2 choses se sont produites. J'ai apprécié ces quelques instants auprès du réceptionniste qui, à son tour, a commencé à se montrer un peu plus empressé. Pouvais-je vraiment briser un schéma et modifier mon expérience en attachant une nouvelle étiquette à mes sensations? Était-ce à ce point facile? Quelle merveilleuse idée! Au cours de la semaine qui suivit, j'ai utilisé ce mot à maintes reprises. Je me suis rendu compte que, chaque fois que je l'employais, ce mot avait pour effet de diminuer instantanément mon intensité émotionnelle. Parfois, j'arrivais même à en rire, sinon, ce mot mettait au moins un frein à ma colère avant qu'elle ne se transforme en rage incontrôlable. Au bout de 2 semaines, je n'avais même plus besoin de faire un effort pour l'employer, car j'en avais pris l'habitude. C'était devenu le mot que j'utilisais de préférence à tout autre pour décrire mes émotions, et je me suis rendu compte que je ne me mettais plus dans un état de rage. Cet outil, découvert tout à fait par hasard, me fascinait de plus en plus. J'ai appris que, en changeant mon vocabulaire usuel, je pouvais transformer mon expérience. En fait, j'utilisais une technique à laquelle je devais plus tard donner le nom de vocabulaire transformationnel. Petit à petit, j'ai commencé à expérimenter d'autres mots, et j'ai découvert que si je choisissais des mots assez forts, je pouvais diminuer ou augmenter instantanément l'intensité de presque toutes mes émotions. Comment ce processus fonctionne-t-il vraiment? Imaginez l'image suivante. Vos 5 sens sont la voie de transmission d'une série de sensations à votre cerveau. Celui-ci reçoit des stimuli visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs que tous vos organes sensoriels transforment en sensations internes. Ces sensations doivent ensuite être organisées en catégories. Mais comment savons-nous ce que signifient ces sons, ces images et ces autres sensations? L'un des meilleurs moyens que l'homme ait trouvé pour déterminer rapidement la signification d'une sensation, est-ce une douleur ou un plaisir, a été de leur mettre une étiquette. Or, ces étiquettes sont ce que vous et moi appelons des mots. Voici ce qui se passe. Toutes vos sensations vous parviennent par cette voie, comme une sensation liquide versée à travers un bec étroit dans divers moules appelés mots. Avec notre penchant à prendre une décision rapide, nous forçons notre expérience dans un moule limitatif au lieu de chercher parmi tous les mots que nous connaissons ceux qui conviendraient le mieux. Nous prenons l'habitude d'utiliser certains mots
Et ceux-ci sont le moule qui façonne et transforme notre expérience de la vie.